Avons-nous une opportunité d'investissement sur UMG? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve pleinement le droit de me tromper. C'est une demande spéciale ici d'un abonné Top Premium. Je rappelle ici que le lien vers le Top Premium Infinity est en description de la vidéo. N'oubliez pas, le mois d'avril arrive dans à peu près une dizaine de jours par là. Donc le bootcamp, pour ceux qui veulent changer les choses maintenant, commence le 1er du mois d'avril. Le lien également est en description de la vidéo. Donc, UMG est le leader mondial du divertissement musical. Donc, l'entreprise découvre, développe, produit, commercialise et distribue des instruments musicaux et des compositions tout en gérant les droits d'auteur associés. Elle possède et administre le catalogue de droits musicaux le plus vaste au monde, couvrant tous les genres et toutes les générations d'artistes. Ça, c'est un prompt. Vous pouvez recevoir également un prompt gratuit ici dans Classroom à ce niveau. N'oubliez pas, pour ceux qui veulent aller plus loin en posant les bonnes questions, d'accord, en utilisant des prompts bien calibrés, vous avez la bibliothèque de prompts. Si vous avez des questions, réservez un appel ou bien envoyez-moi un message en privé. Donc ici, très rapidement, nous avons une idée de ce que l'entreprise fait. On parle ici du MG, qui est la première entreprise au monde en termes de catalogue par rapport ici à la production musicale. OK? Donc, ce sont des... Vous me voyez déjà venir parce que ici, l'avantage concurrentiel, c'est quoi? C'est la propriété intellectuelle. Comme vous pouvez le voir ici, c'est une entreprise qui a un avantage concurrentiel. Et l'avantage concurrentiel, est-ce qu'il est large? Est-ce qu'il est étroit? Donc, on peut dire ici que on en a deux. Actifs immatériels, on pourrait en avoir deux. Attention, parce que là, j'utilise un prompt ici qui fait partie de la bibliothèque de prompt. Et celui-ci, c'est comme je l'ai dit tantôt, c'est un prompt de base. Ça me permet ici d'avoir une idée générale au-delà des chiffres. OK? Donc ici, je vois qu'on a actif immatériel, coût de changement. Maintenant, au niveau d'actifs immatériels, c'est quoi? C'est essentiellement ici la propriété intellectuelle, etc. Le coût de changement, c'est une partie qui pourrait m'intéresser. Pourquoi? Parce que les coûts de changement opèrent à deux niveaux. Pour les artistes signés, changer de label implique de perdre l'accès aux équipes de marketing mondiales, aux réseaux de distribution, aux infrastructures légales et aux relations avec les DSP QMG a construites sur des décennies. Pour les DSP eux-mêmes, n'oubliez pas le terme DSP, vous allez le retrouver ici, je pense qu'on l'explique à peu près à un certain niveau. Digital Service Provider. Donc le modèle ici est quasi entièrement récurrent. Donc les Digital Service Provider paient UMG chaque mois des royalties promotionnelles au volume de stream. Donc quand on parle ici de DSP, Spotify, Apple Music et tout le reste ici. Donc, on a une idée générale ici du coût de changement. Donc, pour les DSP eux-mêmes, ne pas avoir accès à un catalogue UMG reviendrait à perdre 30 à 35% du contenu le plus consommé mondialement, ce qui serait fatal à leur modèle commercial. UMG avait 4 à 5 artistes mondiaux les plus streamés sur Spotify en 2025, avec UMPG représentant 7 des 10 chansons les plus streamées globalement sur Apple Music. Oui ou non? Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Maintenant, au niveau de l'actif immatériel, qui est selon moi également un élément très, très important, le catalogue de droits du MG est l'actif immatériel le plus défendable du secteur. Il comprend des décennies d'enregistrements iconiques, les Beatles, Queen, comment on appelle ça, Bob Dylan. Est-ce que vous pouvez reproduire ce catalogue-là? Maintenant, on va me dire que non, il y a l'IA, etc. C'est pas la même chose. OK? Et des compositions dont les droits ne s'éteignent pas avant 70 à 95 ans selon les juridictions. Donc, ce catalogue génère des revenus perpétuels sans coût de production additionnel. Donc, les revenus d'édition musicale ont atteint 2,2 milliards de dollars en 2025, une croissance de 6,6%. Bref, vous voyez ici que c'est un business qui est intéressant. Maintenant, quelqu'un de malin va aller un peu plus en profondeur pour mieux comprendre comment est-ce que cet actif immatériel fonctionne en profondeur. OK? Comme je l'ai dit, l'IA vous permet ici d'amplifier vos connaissances. Vous posez les mauvaises questions, ça va vous permettre d'amplifier les mauvaises réponses. D'accord? Et donc, c'est très important de savoir qu'est-ce qu'il faut poser comme question. Et pourquoi est-ce que c'est important? OK? Donc, pour ceux qui veulent aller plus rapidement, vous avez le bootcamp du mois d'avril. C'est essentiellement ça qu'on fait. Dès le début, on analyse une compagnie. On n'a pas besoin de l'IA dès le début. OK? On le fait directement. Pour ceux qui ont déjà une base bien établie, vous pouvez passer directement sur les prompts. OK? Donc, moi, quand je vois ça, ça me plaît. Maintenant, si ça me plaît au niveau des éléments qualitatifs, OK? Qu'en est-il des risques? Parce que moi, je pense que les plateformes de streaming représentent également un risque. Ici, quel est le moteur principal de la compagnie? Hausse des prix. À un moment donné, ça va s'arrêter. Plus pénétration des marchés émergents, plus expansion du catalogue via des acquisitions. Dites-vous ici que quand on dit expansion du catalogue via des acquisitions, je pense que c'est celui qui est le plus dynamique. Enfin, est-ce que c'est le plus dynamique même d'ailleurs? Parce que je sais que le marché ici, la vente ici de catalogue musical est de plus en plus en explosion.
Bref, j'ai dû voir passer une pub également par là pour pour une entreprise qui vous demandait d'investir ici dans le catalogue musical, machin truc. C'est pas aussi facile que vous le pensez, hein. Donc faites très attention ici, surtout quand on vous promet des rendements, machin truc. Bref, revenons ici. Donc vous avez à peu près les canaux, les différents relais de croissance ici de la compagnie. Au niveau des risques, premièrement, la concentration. UMG cite explicitement la dépendance envers les DSP comme le risque clé dans ses rapports officiels. Spotify représente 20 à 25% des revenus d'UMG. Cela est atténué par la diversification de Apple Music, Amazon, YouTube et les marchés asiatiques. Donc la concentration par artiste est également un risque. Par exemple, Peg Taylor Swift, qui a un contrat qui pourrait éventuellement expirer, serait un choc, bien qu'atténué par la profondeur du catalogue. Je pense que ça, c'est moins important. Ok, Taylor Swift, bon, il y en aura peut-être d'autres ici de manière générale, mais je veux dire, le catalogue passé continuera à avoir autant de valeur. Donc, il n'est pas exclu qu'ils rachètent le catalogue de la personne, etc. Donc, pour moi, ce n'est pas un gros risque. Donc, c'est Spotify surtout, ou bien les plateformes de streaming, le gros risque. UMG est en position offensive sur l'IA avec des partenariats avec Udio, machin truc, ce qui réduit le risque de disruption de technologie. Cependant, la montée des agrégateurs indépendants comme Believe, DistroKid, qui attirent des artistes émergents sans passer par les majors, représente une disruption par le bas progressif. Moi, je dis une chose, hein, ça va se jouer au niveau de l'achat du catalogue. UMG a assez d'argent pour continuer à acheter du catalogue. OK? Donc, elle est aussi solvable que les Believe. C'est vrai qu'au niveau de la distribution, ça va changer. Mais bref, on n'est pas là pour ça. Bref, pour ceux qui ont accès au prompt, celui-ci, comme je l'ai dit, c'est un prompt de base qui vous permet d'avoir une information de manière générale sur ce business-ci. Vous en avez d'autres qui rentrent encore plus en profondeur pour mieux comprendre cette industrie-là. Bref, au niveau ici de l'analyse quantitative, on va aller très rapidement parce que cette vidéo devait durer maximum 5 minutes parce que la partie quantitative, c'est la partie la plus facile. On va aller très rapidement, simple. Croissance ou stabilité des revenus, vous connaissez la chanson, on a de la croissance ici, ça provient d'où? C'est à vous que je pose la question. C'est la prochaine étape. OK, on ne regarde pas juste la croissance, mais ça vient d'où? Pourquoi est-ce que c'est durable? Marge brute, les marges brutes sont de moins en moins croissantes. Attention, de plus en plus décroissantes. Attention. Maintenant, on ne peut pas tirer de conclusion si on ne compare pas avec la marge EBITDA, qui, disons-le, plutôt stable. OK, on a une marge EBITDA plutôt stable, après avoir connu un plus bas à 13%. On revient à peu près à ce qu'on a connu précédemment. OK, donc la pression ici, c'est sûr qu'il y a des dépenses. Les dépenses opérationnelles sont de moins en moins élevées. Ensuite, on regarde quoi? Le nombre d'actions. Est-ce qu'il augmente ou diminue? Plutôt stable ici. Dette nette sur EBITDA. Qu'est-ce qu'on a? Inférieur à 5, on a 1,3, donc presque pas de dette ici. La dette du point de vue volume, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient quelque chose en dessous de 3 milliards 210. C'est un business assez prévisible. Combien de fois les bénéfices, le management va avoir tendance à payer pour ce type le marché aura tendance à payer pour ce type de business. La croissance n'est pas extraordinaire, c'est un marché plutôt mature. Dites-vous ici que ça sera entre 15 et 20 fois les bénéfices. Je dis bien entre 15 et 20 fois les bénéfices. Donc ici, on prend UMG. 20 fois les bénéfices, c'est même par rapport au catalogue, la valeur du catalogue qui peut être bien plus élevée que comment on dit ça? Disons, qui peut avoir une valeur bien plus élevée que ce qu'on a dans les livres en date d'aujourd'hui. OK? Donc, je mettrai ici 20 fois les bénéfices, idéalement. OK? Donc, en prenant en considération la croissance, etc., c'est un marché, les analystes ils s'attendent à peu près à 1,29 d'ici 2028. C'est un business 100% prévisible ici. Forecasting ici, 1,28. Est-ce qu'on est de plus en plus optimiste? 1,31. Ça a légèrement baissé, mais voilà, grosso modo, on reste sur la même tendance ici. Donc, je mettrai 20 fois les bénéfices. 20 fois les bénéfices, moins la dette nette. On a plutôt combien ici en termes de dette nette? Free cash flow, on peut repayer la dette nette en combien d'années? Quand on prend ici la dette nette du point de vue volume, ça donne combien? Ça donne à peu près 3 millions. On peut repayer ça en 2 ans de manière générale. OK. Donc, je viens ici, j'enlèverai un tout petit peu la dette. Donc, ça fait à peu près 26 euros. 26 euros moins la dette nette. 26 euros, 1, 2, 3, dette nette. J'ai plutôt l'information de 2024. OK, 26. Alors, je vais le laisser comme ça de manière générale. Vous pouvez faire, après également, je peux faire ça. 321, 3, 2, 1, 0, divisé par le nombre d'actions. On a combien en termes d'actions en dette d'aujourd'hui? Nous avons à peu près quelque chose autour de 1,830 divisé par 1,830. Ça donne combien?
$1,75 moins 26, ça donne à peu près aux alentours de $24 par là, 24 euros par là. Donc cette compagnie pourrait être intéressante à ces niveaux-là. Donc on me demande de payer en date d'aujourd'hui. Si on retourne l'équation, comme je l'ai dit, valoriser, c'est la partie la plus facile. Le plus difficile maintenant, c'est de patienter. D'accord? Et qu'est-ce qui vous permet de patienter? C'est de mieux connaître également vos dossiers. D'accord? Où est-ce que vous mettez les pieds? C'est un business qui est assez prévisible. On aime ça, mais plutôt mature de manière générale. Et donc, on a à peu près un rendement de 8% ici. Si on distribue la totalité des bénéfices nets ici en dividende, je tiens à peu près 7,64%. C'est un business qui reverse à peu près 3,12% ici en termes de dividendes. J'aimerais qu'on rachète de plus en plus d'actions, plus important date d'aujourd'hui. Donc, pour moi, le prix actuel est tout simplement intéressant. OK? Donc, je mettrai ici target price 24 euros par là. Donc, c'est à peu près Entertainment Communication Services, 24 euros. On a Communication Services, UMG. Oh, j'aime bien UMG. De toute façon, je parie qu'elle est intéressante à suivre. Je ne l'ai pas prévu. Oui, bon, de toute façon, vous pouvez la mettre à 24 euros dans vos... Je vais la mettre dans la watch de toute façon. C'est un business asset light. J'aime bien ça. Même si je pense toujours que les agrégateurs qui sont les compagnies, les unités de streaming ici, pourraient avoir tendance à s'introduire dans la production musicale. Ils ont des datas très importants. OK? Ils ont énormément de données. Donc, ça peut être problématique à long terme pour cette compagnie. OK. Donc, je mets ça ici, 24. Je mets la date d'aujourd'hui. Bim, badaboum. Ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me ai pleinement le droit de me tromper. Pour ceux qui veulent changer les choses, vous avez directement le bootcamp du mois d'avril. Si vous avez des questions, réservez un appel ou bien envoyez-moi un message en privé. Et pour les autres ici, vous avez également la bibliothèque de prompt. Si vous avez une thèse d'investissement sur UMG, partagez-la avec nous dans le groupe School. Merci, au revoir.